Le manoir de Marc Delacroix se dressait tel une forteresse de verre au cœur de la très exclusive villa Montmorency, à Paris. Le soleil matinal ricochait sur les sols en marbre immaculé, tandis qu'une rangée de berlines de luxe étincelait dans l'allée. À l'intérieur, des effluves de café fraîchement moulus et de viennoiseries chaudes embaumaient l'air. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate bleu marine, Marc ajusta sa montre de luxe et but une gorgée de son expresso. Il jeta un coup d'œil à son agenda, une nouvelle série de réunions du conseil d'administration, un discours au sommet de la tech à la Défense, puis un dîner avec des investisseurs qataris. Ses journées étaient millimétrées. De l'autre côté de la pièce, son épouse, Chloé, descendait le grand escalier drapé dans un peignoir en soie. Sa coiffure était parfaite, digne d'une montée des marches à Cannes, et son collier de diamants scintillait sous la lumière du lustre. « Marc, ton chauffeur attend !» lança-t-elle froidement en saisissant sa tablette. « N'oublie pas d'effectuer le virement de 20 000 € pour le voyage scolaire d'Arthur en Suisse. » Arthur, leur fils de 10 ans, était déjà élevé pour diriger des empires. Marc sourit doucement. « C'est fait. Je validerai le transfert avant d'arriver au bureau. » Il se pencha pour embrasser sa fille de 6 ans, Lola, assise sur le comptoir de la cuisine, balançant ses jambes en dégustant un yaourt à la fraise. « Papa, tu me liras une histoire ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma princesse, » chuchota-t-il. Aux yeux du monde, les Delacroix étaient la royauté parisienne. Marc était l'un des plus jeunes milliardaires de la tech, fondateur de Delacroix Systems. Chloé, ancienne mannequin devenue influenceuse lifestyle, partageait avec lui les couvertures de magazines et les galas de charité. On les enviait, mais sous le verre poli, les fissures commençaient déjà à apparaître. Ce matin-là, alors que le convoi de Marc quittait la résidence sécurisée, il reçut un appel de son collaborateur le plus fidèle, Philippe. « Monsieur, nous avons un problème sérieux. » Les sourcils de Marc se froncèrent. « Quel genre de problème ?» Philippe hésita. « Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils ont découvert des irrégularités financières et les relient directement à vos comptes personnels. » La main de Marc se crispa sur le téléphone. « C'est impossible. Je ne gère même pas les paiements directement. »« Je sais, monsieur, mais il parle de 5 millions d'euros disparus en 6 mois, transités par un portefeuille offshore à votre nom. » Le téléphone sembla brûler la main de Marc. « Préparez la salle de conférence. Appelez les avocats. J'arrive. » Lorsque Marc entra dans la salle du conseil, l'atmosphère était glaciale. Les hommes qui l'avaient formé, son directeur financier, sa DRH et même son associé de longue date étaient assis autour de la table, le visage fermé. Pas de salutation, pas de respect, juste des accusations muettes. Le président s'éclaircit la voix. « Marc, ce n'est plus seulement une affaire interne. La brigade financière a été notifiée. En attendant que cela soit résolu, nous te suspendons de tes fonctions de PDG, avec effet immédiat. » Marc resta figé, la voix basse mais composée. « Vous commettez une erreur. » Le président fit glisser une enveloppe Kraft sur la table. « Si c'est une erreur, prouve-le. Mais d'ici là, tes accès sont révoqués. Tous les actifs liés à Delacroix Systems seront gelés en attendant l'enquête. » Marc quitta la pièce avec un sentiment de naufrage dans la poitrine. Il ne remarqua même pas que son chauffeur l'appelait. Il resta debout devant l'immeuble de verre qu'il avait bâti de rien, regardant l'empire qu'il aimait lui tourner le dos. Et au fond de lui, il ignorait que ce n'était que le début. Lorsque Marc rentra chez lui ce soir-là, l'atmosphère de la villa Montmorency semblait plus froide. Son badge de sécurité avait cessé de fonctionner au bureau. Son personnel était devenu silencieux. Son téléphone était inondé d'alertes. Le PDG de Delacroix Systems suspendu pour fraude. En sortant de la voiture, le manoir qui ressemblait autrefois à son royaume se dressait maintenant comme un étranger hostile. Chloé était dans le salon, allongée sur un canapé en cuir blanc,
faisant défiler les nouvelles sur son iPad. La télévision, ironiquement sur muet, diffusait son visage en boucle sur une chaîne d'information. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux et plissa le regard. « Ils ont gelé tes comptes », dit-elle d'une voix sèche. Marc posa sa mallette près de la porte et desserra sa cravate. « Oui, mais c'est un malentendu. Je travaille dessus. » Elle se redressa, le corps tendu. « Tu aurais dû me dire que ça allait arriver. J'étais chez le coiffeur quand quelqu'un m'a envoyé l'article. Mes amis posent des questions, le groupe WhatsApp est en feu. » Je ne l'ai pas vu venir non plus, Chloé. Le conseil s'est retourné contre moi. Il passa une main dans ses cheveux. Mais je vais arranger ça. Les lèvres de Chloé se tordirent en une moue amère. Arranger ça? L'histoire est partout. Twitter, les blogs. Tu m'as humilié, Marc. Ma marque est liée à la tienne. Tu crois que les sponsors veulent travailler avec la femme d'un escroc présumé? Il la regarda, stupéfait. C'est vraiment ce qui t'inquiète? Ta marque? Elle se leva et croisa les bras. Tu ne comprends pas. Je me suis construite toute seule, moi aussi. J'ai des contrats, des engagements. Si ton scandale m'entraîne vers le bas... Chloé, nous sommes ensemble là-dedans. Je n'ai pas fait ce qu'ils disent, mais même si c'était le cas... Sa voix se brisa légèrement. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Nous avons des enfants, nous avons une vie. Elle détourna le regard. J'emmène Arthur chez mes parents demain. Il ne peut pas être mêlé à ce gâchis. Marc fit un pas en avant, l'incrédulité dans les yeux. Tu emmènes notre fils? Tu peux garder ta petite fille, dit-elle sèchement. Elle pense encore que les histoires du soir résolvent tout. Son cœur s'effondra. Cette nuit-là, Marc borda Lola dans son lit. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou. « Papa, est-ce que tout ira bien ?» Il embrassa son front. « Je te le promets, ma chérie, tout ira bien. » Mais en refermant la porte, il trouva Chloé dans le couloir avec ses valises et le sac d'école d'Arthur. Elle ne le regarda même pas. « S'il te plaît, » dit-il doucement, « on peut se battre ensemble. » Elle passa devant lui sans un mot. Le lendemain matin, un huissier de justice arriva au portail avec l'ordre de sceller le manoir. 2 voitures de police suivaient. À midi, Marc se tenait dehors, tenant la main de Lola d'un côté et un sac à dos de l'autre, regardant sa maison disparaître derrière le ruban jaune de la police. Les voisins chuchotaient derrière leurs vitres teintées. Il appela Chloé. Numéro inaccessible. Il baissa les yeux vers Lola. « Où allons-nous maintenant, papa ?» demanda-t-elle. Marc prit une longue inspiration. « Quelque part de nouveau, » dit-il. « Quelque part où nous pourrons recommencer. » Il ne savait pas où. Il n'avait aucun plan. Mais il l'avait. Elle. Et pour l'instant, cela devait suffire. L'hôtel que Marc put s'offrir ce soir-là se trouvait dans une partie de la banlieue nord qu'il ne faisait habituellement que traverser. Le couloir sentait le fil électrique brûlé et la moquette usée. Les murs étaient tachés, les lumières vacillaient et le lit grinçait sous son poids. Mais Lola ne se plaignit pas. Elle restait assise calmement, sa poupée serrée dans une main, ses petites jambes pendant au bord du matelas. Marc sortit sur l'étroit balcon, le téléphone pressé contre son oreille. Le soleil s'était couché. La rue en contrebas était bruyante, pleine de vendeurs à la sauvette et du klaxon constant des voitures. « Philippe, s'il te plaît, j'ai besoin de la vérité, » dit Marc, la voix basse. « Est-ce que c'était ton œuvre ?» Philippe, son ancien directeur des opérations, soupira. « Marc, je suis désolé, vraiment. Mais la décision du conseil est définitive. »« Tu étais comme un frère pour moi, » murmura Marc. « Tu connaissais chaque mouvement de fond. Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Il y eut un silence, puis Philippe dit doucement. « Parce que le silence était plus sûr. J'ai une famille aussi, Marc. » La ligne coupa.
Marc baissa le téléphone et serra les poings. À l'intérieur de la chambre, Lola leva les yeux. « Papa, est-ce qu'on est pauvre maintenant ?» Marc se força à sourire. « On traverse juste une mauvaise passe. »« Est-ce que maman va revenir ?» demanda-t-elle. Il s'accroupit près d'elle et caressa doucement ses cheveux. « Maman est occupée en ce moment. Mais papa est là, d'accord ?» Elle hocha lentement la tête et se blottit contre lui. Le lendemain matin, Marc enfila sa seule chemise propre et sortit, son CV à la main. Le premier endroit où il se rendit fut une agence de sécurité. On lui dit qu'il était trop qualifié. Le deuxième endroit, une société de coursiers, le regarda avec suspicion. « Vous êtes ce milliardaire, non ?» demanda la réceptionniste. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Marc partit avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Le soir venu, ses chaussures étaient couvertes de poussière et sa gorge était sèche comme du papier de verre. Il n'avait rien avalé de la journée. Avec ses dernières pièces, il acheta une petite bouteille d'eau bon marché. Il contempla le ciel gris et bas de la banlieue parisienne, puis le petit pain au lait qu'il avait réussi à acheter pour Lola. Lorsqu'il rentra à l'hôtel miteux, le gérant l'interpella depuis sa loge vitrée. « Hé, l'ami, votre temps est écoulé. Vous payez la nuit ou vous dégagez ?» Marc opina d'un léger signe de tête, résigné, et monta les escaliers. Cette nuit-là, alors que Lola dormait blottie contre lui, il fixa le plafond craquelé. La sueur perlait sur son front. Son monde s'était effondré. Le silence était épais, lourd de honte, d'abandon et d'impuissance qui lui écrasait la poitrine. Mais il n'avait pas le temps de pleurer. Le lendemain matin, il donna un bain tiède à Lola avec l'eau d'un robinet qui fuyait et l'habilla de sa robe la plus propre. Ensuite, il enfila un casque emprunté et entra dans le bureau d'une petite entreprise de livraison express. Le gérant, un homme trapu avec une cicatrice sous l'œil, le toisa de haut en bas. « T'es sûr que tu peux tenir sur un scooter toute la journée, sous la pluie ou le cagnard ?» Marc hocha la tête une fois. « Je peux tout faire. » L'homme eut un sourire en coin. « On paie 50 € la journée. Pas de vol, pas de plainte. T'es prêt ?» Marc lui serra la main. « Oui, monsieur. » L'après-midi même, vêtu d'une parka verte délavée zippée jusqu'au cou, il démarrait en trombe avec un grand sac isotherme bleu attaché à l'arrière de son scooter. Des jets privés à la poussière du périphérique, son voyage avait changé de trajectoire, mais il ne faisait que commencer. Cela faisait 3 semaines que Marc roulait pour Flash Express. Ses journées commençaient avant l'aube, livrant des colis à travers les rues encombrées de la capitale. La sueur était devenue sa seconde peau. Ses mains de milliardaire, autrefois habituées à signer des contrats à 6 chiffres, étaient maintenant noircies par le cambouis. Mais chaque jour, après chaque livraison, il rentrait pour retrouver la même chose. Les petits bras de Lola autour de sa taille et sa voix innocente qui disait « Bienvenue à la maison, papa ». Il vivait désormais dans une minuscule chambre de bonne prêtée par Madame Diallo, la femme de ménage de l'hôtel qui avait entendu Marc supplier le gérant un soir et lui avait offert son aide. Un après-midi humide, Marc se tenait devant le portail du dépôt après une longue journée, essuyant la crasse de son visage avec une serviette élimée. Un SUV noir, aux vitres teintées, s'arrêta à sa hauteur et la vitre arrière glissa silencieusement. « Êtes-vous Marc Delacroix ?» demanda la femme à l'intérieur. Il plissa les yeux. La femme avait des pommettes saillantes, des lunettes de créateur et une voix qui commandait l'attention. « Oui » répondit-il avec prudence. « J'ai entendu parler de vous, » dit-elle. « Un milliardaire devenu livreur. Très inhabituel. » Il garda le silence. Elle sourit. « Je suis Sophie Castel. Je possède la moitié des immeubles de bureaux à La Défense. » Elle lui tendit une carte de visite par la fenêtre. « Retrouvez-moi pour dîner ce soir. J'aimerais discuter. » Marc hésita. « Je ne pense pas. » Elle le coupa. « C'est juste un dîner.
Vous avez assez travaillé, et j'admire ça. » Plus tard, ce soir-là, la curiosité l'emporta. Il emprunta une chemise propre à un voisin de palier et prit le métro jusqu'à l'adresse indiquée. Le restaurant était huppé, lumière tamisée, musique classique, verre en cristal étincelant. Sophie était déjà assise à une table d'angle, vêtue d'une robe dorée qui chatoyait comme la lueur d'une bougie. Elle ne posa aucune question sur le scandale. Elle ne demanda pas de nouvelles de sa femme. Au lieu de cela, elle écouta lorsqu'il lui parla de Lola, de la honte, de sa faute. Après le repas, alors que le serveur débarrassait les assiettes, elle se pencha vers lui. « Marc, ta place n'est pas sur un scooter. Tu n'es pas fait pour ça. Tu es né pour la grandeur. » Il la regarda avec méfiance. « Alors pourquoi tu suis ici ?» Elle sourit lentement. « Parce que tu es testé. Mais peut-être que ton prochain chapitre n'a pas besoin d'être aussi dur. » Ses doigts effleurèrent ceux de Marc à travers la table. « Je peux faire disparaître la douleur. Je peux t'acheter une maison, financer ta start-up, restaurer ton nom. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta compagnie. » Marc cligna des yeux. « Vous voulez que je sois votre... Elle soutint son regard avec audace. « Mon compagnon. Pas d'attache, pas de pression. Juste de l'intimité et de la loyauté. Je prends soin de toi, et tu prends soin de moi. » Pendant un instant, le silence plana au-dessus de la table comme un nuage d'orage. Puis Marc se leva lentement. « Je suis désolé, dit-il. Je ne ferai pas ça. Pas pour de l'argent, pas même pour survivre. » Son sourire s'effaça. « Tu préfères souffrir ?» Il hocha la tête. « Je préfère saigner avec dignité que vivre avec la honte. » Sans un mot de plus, il quitta le restaurant. Dehors, la nuit était sombre et lourde. Sa poitrine lui faisait mal, mais son esprit était clair. Lorsqu'il retourna dans la petite chambre, Lola dormait déjà. Sa poupée reposait à côté d'elle. Il s'assit près d'elle en silence et chuchota. « On est toujours pauvre, ma chérie. Mais on n'est pas brisé. » C'était un samedi matin quand les coups furent frappés à la porte. Forts, colériques et incessants. Marc ouvrit et vit le propriétaire, un marchand de sommeil notoire, flanqué de 2 hommes à l'air féroce. « Monsieur Delacroix, » dit le propriétaire sèchement, « votre doyer a 2 semaines de retard. J'ai été assez patient. » Marc sortit sur le palier, protégeant Lola derrière lui. « Je vous ai dit que je paierais lundi. S'il vous plaît, donnez-moi juste 2 jours de plus. »« Non !» aboya l'homme. « On n'est pas avenue Montaigne ici. Personne n'a 2 jours à perdre. » Il fit signe aux hommes derrière lui. « Videz tout !» Les hommes bousculèrent Marc, jetant leurs affaires dehors. Le petit cartable de Lola, le matelas qu'ils partageaient, la seule casserole qu'ils utilisaient pour cuire des pâtes. En quelques minutes, la petite chambre fut vide. Lola se tenait à côté de son père dans la cour de l'immeuble, serrant fort sa main, alors que leur vie gisait éparpillée sur le sol. « Papa, » chuchota-t-elle, « où est-ce qu'on va dormir maintenant ?» Marc ne répondit pas. Sa gorge était serrée. Sa poitrine brûlait. Il n'arrivait même plus à pleurer. Après avoir rassemblé leurs quelques affaires dans un sac poubelle, Marc emmena Lola s'asseoir sur un banc public et lui acheta une brioche avec les dernières pièces qu'il lui restait. Il s'assit avec elle, époussetant sa robe. « Reste ici, dit-il. Ne bouge pas. Je vais essayer quelque chose. » Il ouvrit son téléphone et le fixa. Puis, il se souvint de quelqu'un. Karim, le mécanicien qui l'avait aidé 4 ans auparavant, lorsque la mère de cet homme était tombée gravement malade. Marc avait réglé la totalité des frais d'opération non remboursés, sans rien demander en retour. Les doigts tremblants, Marc composa le numéro. « Allô ?» répondit une voix surprise. « Karim, c'est Marc. Marc Delacroix. » La ligne devint silencieuse. « Bon sang !» finit par dire Karim. « Où étais-tu passé ? Tu as disparu après les infos. »« Je ne vais pas bien, Karim, » dit Marc, la voix brisée. « J'ai tout perdu. Ma femme, ma maison, mon travail,
Je suis à la rue avec ma fille. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Karim garda le silence un instant, puis il dit fermement : « Viens au garage, tout de suite. Amène ta fille. Vous ne dormirez pas dehors. » Marc raccrocha et se pencha vers Lola. « Viens, ma puce, papa a trouvé un ami. » Ils marchèrent à travers les rues bétonnées de la banlieue, évitant les regards, ignorant les murmures. Le garage de Karim se trouvait dans une zone industrielle animée. Des voitures en réparation, des radios qui crachaient du rap, des compresseurs qui bourdonnaient. Karim courut vers eux dès qu'il les vit et serra Marc fort dans ses bras. « Regarde-toi, dit Karim. Tu m'as aidé une fois, maintenant, c'est mon tour. » Il les conduisit vers un petit préfabriqué en bois au fond de la cour. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais c'est sûr. Il y a un matelas, un ventilateur et des toilettes au fond. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. » Marc entra et regarda autour de lui. C'était exigu, poussiéreux, mais c'était un abri. Il se tourna vers Karim. « Merci. » Karim lui tapa dans le dos. « Tu étais un roi quand j'étais à terre. Laisse-moi te porter maintenant. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Lola dormit sans peur. Et Marc, assis sur une chaise en plastique, regarda le plafond fissuré et murmura : « On est toujours debout. » Quelque chose au fond de lui s'agita. Il avait été jeté à terre, mais c'est dans la terre que les graines poussent. Les jours suivants apportèrent un petit rythme à la vie de Marc. Le jour, il enchaînait les livraisons dans le dédale parisien. La nuit, il retournait au cabanon derrière l'atelier de Karim, où lui et Lola partageaient un repas frugal sous une ampoule vacillante. Lola avait cessé de demander après sa mère. Elle avait appris à ne plus le faire. Mais les factures s'accumulaient. Les frais de scolarité de Lola étaient en retard. Le contrat de livreur de Marc touchait à sa fin et l'atelier ne pourrait pas les héberger éternellement. Un jeudi après-midi caniculaire, assis à une terrasse de café sans consommer, il fit défiler les annonces sur son téléphone. Sur un site de vente entre particuliers, il posta une annonce urgente. Smart TV, frigo, ventilateur, tout en bon état. Acheteur nécessaire aujourd'hui. Urgent. C'étaient les derniers objets de valeur qui lui restaient. Des articles qu'il avait secrètement stockés dans l'arrière-boutique de Karim quand le manoir avait été saisi. Il avait espéré ne pas avoir à y toucher. Mais le désespoir n'a pas d'orgueil. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. « Bonjour, monsieur, » dit une voix polie. « J'ai vu votre annonce. Je peux passer maintenant tout prendre ? Combien ? » Marc hésita, puis dit « 800 €. » « C'est d'accord. J'amène ma camionnette. Je prends tout. » À 17h, une camionnette noire impeccable entra dans la cour du garage. Un homme en chemise bleue en sortit, souriant. « Vous devez être monsieur Marc, dit-il. J'admire votre franchise. » Marc le conduisit à l'intérieur, lui montra les objets et l'homme hocha la tête avec approbation. « Ils sont en bon état. Laissez-moi faire le virement immédiat. » L'homme sortit son téléphone et tapa sur l'écran. « Rappelez-moi votre RIB, s'il vous plaît. » Marc le lui dicta. Un instant plus tard, l'homme tourna son écran pour lui montrer. Virement effectué. 800 € envoyés à Marc Delacroix. Le téléphone de Marc vibra presque instantanément. Une notification SMS apparut, confirmant un crédit imminent. Il expira de soulagement. « Merci, monsieur. »« Pas de problème. » L'homme sourit. « Je vais appeler mon chauffeur pour commencer à charger. » En quelques minutes, tout fut embarqué. L'homme serra la main de Marc et partit. Marc s'assit sur l'établi, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il allait payer l'école de Lola, acheter de la vraie nourriture, peut-être même économiser un peu. Plus tard ce soir-là, au supermarché, il remplit son panier avec confiance. Du lait,
du chocolat en poudre, des pâtes, du bon pain. À la caisse, il tendit sa carte bancaire. Il tapa son code, puis fronça les sourcils. « Monsieur, c'est refusé, » dit la caissière. « Solde insuffisant. » Marc cligna des yeux. « Réessayez, je viens de recevoir un virement de 800 €. Il réessaya. Même résultat. Marc s'écarta de la file et ouvrit son application bancaire. Solde, 6 € 10 €. Son estomac se noua. Il fit défiler l'écran jusqu'à l'alerte reçue plus tôt. C'était un faux SMS, une arnaque bien ficelée. Ses mains commencèrent à trembler. Il appela le numéro de l'acheteur. Numéro non attribué. Il composa à nouveau. Rien. Il sortit du magasin et s'assit sur le trottoir froid, le visage enfoui dans ses paumes. Il n'avait plus rien. Les derniers vestiges de sa vie d'avant s'étaient envolés. Lola l'attendait au garage, chantonnant probablement sa chanson préférée, espérant du lait et du pain. Il ne pouvait pas bouger. Le monde tournait autour de lui. La douleur dans sa poitrine devenait insupportable. Il avait échoué. Du moins le pensait-il, jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle de l'autre côté de la rue. « Marc ?» Il leva les yeux. C'était Madame Diallo. Elle traversa la rue précipitamment. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as l'air perdu. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle vit les larmes monter dans ses yeux et, sans poser d'autres questions, elle s'assit à côté de lui et attendit en silence. Car parfois, l'espoir commence par une personne qui choisit de rester quand tout le monde part. Marc dormit à peine cette nuit-là. Allongé sur le matelas dur au fond du cabanon, Lola blottie contre lui, il écoutait sa respiration douce, seul son dans la pièce. Ses yeux restaient grands ouverts, fixés sur le plafond, regardant les pales du ventilateur tourner lentement, au rythme de ses pensées sombres. Le matin arriva comme une gifle, la gorge sèche, le cœur lourd et pas un centime pour le petit déjeuner. Il sortit et s'assit sur le rebord en ciment de l'atelier, le regard vide. La douleur dans sa poitrine n'était pas seulement la faim, c'était, une fois de plus, la défaite. Karim s'approcha, tenant un gobelet de café chaud. « Mon frère, dit-il en le lui tendant, tu as mal dormi. » Marc prit le gobelet et hocha faiblement la tête. « Je me suis fait arnaquer hier soir. » Karim fronça les sourcils. « Comment ça ?» Marc expliqua le faux virement, les meubles disparus, ses options réduites à néant. Karim soupira. « C'est Paris. Ça te forge ou ça te brise. Mais tu n'es pas seul. On est là. » Marc secoua la tête. « Merci. Mais je ne peux pas continuer à squatter ici gratuitement. » Karim s'assit à côté de lui. « Tu te souviens d'il y a 4 ans ?» demanda-t-il soudainement. Marc leva les yeux, confus. « Quoi, il y a 4 ans ?» Karim sourit faiblement. « Ma mère se mourait. Je n'avais même pas l'argent pour les médicaments. J'ai appelé tout le monde. Personne ne m'a aidé, sauf toi. Tu n'as posé aucune question. T'as viré 20 000 € dans l'heure. » Le front de Marc se plissa. « Je m'en souviens, mais je n'ai pas... »« Je me souviens, » l'interrompit Karim. « Et c'est pour ça que tu ne dormiras jamais dehors dans cette ville tant que je serai en vie. » Il se leva et posa une main sur l'épaule de Marc. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » 2 heures plus tard, il se trouvait dans un complexe moderne à Neuilly. Karim frappa à une grande porte vitrée. Une assistante ouvrit. Ils furent conduits dans un bureau spacieux où un homme grand, vêtu d'une chemise en lin décontractée, tapait sur son ordinateur portable. Il leva les yeux, sourit et se leva. « Karim, mon ami, qui est ton invité ?»« C'est Marc Delacroix, » dit Karim. Les yeux de l'homme s'agrandirent. « Le Marc Delacroix de Delacroix System ?»
Marc fit un petit signe de tête, embarrassé. Anciennement. L'homme tendit la main. Je suis Antoine Mercier. Mon fils est l'un des gamins avec qui vous discutiez pendant vos livraisons. Vous avez réparé sa tablette une fois, vous vous souvenez? Marc cligna des yeux. Ce garçon... Théo? Il disait que son père travaillait dans l'innovation. Je suis le directeur du programme Tech Avenir, dit Antoine. Mon fils m'a tout raconté. Comment un livreur lui a donné des conseils de codage et lui a dit de poursuivre ses rêves. J'ai fait ma petite enquête sur vous. Je sais ce qui s'est passé. Les médias ont fait de vous un paria. Mais je sais lire entre les lignes. Marc resta silencieux. Antoine se pencha en avant. Je mets en place des hubs technologiques communautaires dans 3 grandes régions. J'ai besoin d'un leader. Quelqu'un qui comprend la tech, le business et l'humain. Je veux que vous soyez cet homme. Marc le regarda, sans voix. Le salaire est à 7 chiffres, ajouta Antoine, avec un appartement de fonction à Bordeaux et un véhicule. Les larmes montèrent aux yeux de Marc. Il baissa la tête. Vous êtes sûr? Antoine hocha la tête. Vous avez aidé mon fils. Je ne fais que renvoyer l'ascenseur. Marc lui serra la main avec ferveur. Merci, monsieur. Merci infiniment. Ce soir-là, de retour au cabanon, Marc annonça la nouvelle à Lola. Elle le regarda, les yeux écarquillés. Ça veut dire qu'on peut redevenir riche? Il sourit en la soulevant sur ses genoux. Ça veut dire que papa peut redevenir papa. Elle le serra fort. Je savais que tu trouverais un moyen. Marc regarda les étoiles à travers la fenêtre ouverte. Le monde avait essayé de l'écraser, mais il n'avait pas seulement survécu. Il avait commencé son ascension. 3 semaines plus tard, un SUV noir entra dans le quartier industriel où Marc avait un jour imploré la pitié. Les enfants arrêtèrent leur partie de football, les adultes sortirent des ateliers. Ils regardèrent la portière s'ouvrir et Marc en sortir, rasé de près, vêtu d'un costume bleu nuit ajusté, avec Lola dans une robe rose à ses côtés. Les rumeurs avaient déjà commencé. « C'est pas monsieur Marc ?» chuchota une femme. « Celui qui avait tout perdu ?» demanda une autre. Marc salua tout le monde d'un signe de tête chaleureux et d'un sourire calme. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Il était juste venu remercier ceux qui ne s'étaient jamais détournés. Madame Diallo, Karim, et les voisins qui avaient un jour partagé leur eau et leur électricité sans poser de questions. Il tendit à Karim une épaisse enveloppe marron. « Ce n'est pas assez, dit-il. Mais c'est un début. » Karim elle l'ouvrit. Des liasses de billets. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ah, Marc !» Marc le prit dans ses bras. « Je n'oublierai jamais. » L'arrêt suivant fut l'école privée que Lola avait dû quitter faute de paiement. Marc entra dans le bureau de la directrice et régla 3 années d'avance. De retour dans leur nouveau duplex à Bordeaux ce soir-là, Marc s'assit sur le canapé en cuir de son nouveau salon. La maison sentait la peinture fraîche et le renouveau. Un bouquet de félicitations du maire trônait sur la table de la salle à manger. Lola traversa la pièce en sautillant, tenant un cupcake. « Papa, celui-là a mon nom dessus. » Il rit. « Tu l'as mérité, ma princesse. » Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il répondit lentement. « Allô, Marc ?» La voix se brisa à l'autre bout du fil. « C'est moi, Chloé. » Son visage se durcit légèrement. Elle continua. « J'ai appris pour la promotion. La nouvelle maison. J'ai vu les photos dans la presse. Je ne savais pas comment appeler. J'avais honte. Mais s'il te plaît, est-ce que je peux te voir ?» Marc regarda Lola, qui léchait le glaçage sur ses doigts. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?»« Parler, dit-elle. Réparer les choses. J'ai fait une erreur. Je veux revenir. » Il marqua une pause. « Viens au portail demain à 10h. » Le lendemain matin, le gardien sonna à l'interphone.
Monsieur, il y a une femme à l'entrée. Elle dit être votre épouse. Faites-la entrer, dit Marc calmement. Chloé sortit de la voiture, portant des lunettes de créateur et une tenue qui criait la richesse. Mais son visage était tiré, et ses yeux rouges. Marc la rejoignit sur le pas de la porte. « Tu as changé ?» dit-elle doucement. « Toi aussi ?» répondit-il. « Je suis venu te dire pardon, » chuchota-t-elle. « J'ai paniqué. J'ai fait un choix égoïste. Mais je t'aime toujours. » Il ne répondit pas. Elle fouilla dans son sac à main et sortit un papier légèrement froissé, la demande de divorce qu'elle lui avait envoyée des mois plus tôt. « Tu ne l'as jamais signé ?» dit-elle avec espoir. Marc tendit la main derrière la porte et lui tendit une autre enveloppe. Le même document, maintenant signé et daté. Le visage de Chloé se décomposa. « Tu as déjà signé ?» ?»« Oui, dit-il. J'ai attendu, mais pas longtemps. J'ai signé le jour où j'ai compris que l'amour n'abandonne pas dans la tempête. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je peux changer, on peut réessayer. » Il secoua la tête. « J'ai changé aussi. Et cette paix que j'ai trouvée, je ne la sacrifierai pas. » Il recula et ferma doucement la porte. Chloé resta seule devant le portail, serrant le papier du divorce entre ses doigts tremblants. À l'intérieur, Lola courut vers lui et le serra dans ses bras. « C'était qui ?»« Personne d'important, » dit-il en embrassant le sommet de sa tête. Marc regarda par la fenêtre le soleil montant. L'orage était passé, et maintenant, c'était lui qui commandait le lever du jour. C'était un lundi matin, et une brise légère traversait les fenêtres ouvertes de la nouvelle maison de Marc. Les oiseaux chantaient dans les haies du jardin, et la lumière du soleil inondait le salon comme une bénédiction chaleureuse. Lola était assise en tailleur sur le sol, gloussant en rangeant soigneusement ses cahiers dans son nouveau cartable. Marc se tenait dans la cuisine, tablier autour de la taille, faisant sauter des crêpes avec un sourire fier. « Papa !» cria Lola. « Tu peux mettre des fraises aujourd'hui ?» Il rit. « Seulement si j'ai un de tes câlins d'abord. » Elle courut vers lui et le serra fort, ses bras faisant à peine le tour de sa taille. « Tu es le meilleur papa du monde entier, » chuchota-t-elle. Marc s'agenouilla, toucha doucement sa joue et dit « Et tu es la meilleure raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné. » Après le petit déjeuner, ils partirent ensemble dans le nouveau SUV. Le gardien de la résidence salua respectueusement. Les rues ici étaient propres, calmes, paisibles, loin du bruit et du chaos d'où ils venaient. La nouvelle école de Lola avait des sols en marbre, des salles de classe climatisées et une aire de jeu colorée. Mais ce n'était pas le luxe qui rendait Marc fier. C'était le sourire sur son visage, alors qu'elle lui faisait un signe d'au revoir en courant vers sa classe. Plus tard dans l'après-midi, il se rendit au nouveau siège régional de Tech Avenir. Le personnel le salua avec respect. Dans la salle de conférence, il présenta un plan d'expansion sur 5 ans aux investisseurs et aux partenaires gouvernementaux. Ils écoutèrent attentivement, approuvant chaque stratégie. Ces idées ne façonnaient pas seulement des entreprises, elles autonomisaient des communautés. À la fin de la réunion, l'un des investisseurs le prit à part. « Votre histoire est partout, dit l'homme. De la gloire à la chute et de nouveau au sommet. Tout le monde est inspiré. » Marc sourit. « Ce n'est pas une question de richesse, répondit-il. C'est une question de ce que l'on devient en rampant hors de la misère. » Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans une librairie. Il acheta 2 livres d'histoire. L'un parlait d'un lion qui avait perdu sa fierté, mais s'était battu pour reconquérir son royaume. L'autre parlait d'une petite fille qui avait appris à son père à croire à nouveau. Ce soir-là, Lola était assise sur le tapis moelleux à côté du lit, brossant les cheveux de sa poupée. « Prête pour l'histoire du soir ?» demanda Marc. Elle hocha la tête avec enthousiasme et sauta dans le lit. Il ouvrit le livre.
Il était une fois un lion puissant. Mais à mi-chemin, elle tendit la main et toucha celle de son père. « Attends, papa. Est-ce que je peux te raconter une histoire aujourd'hui ?» Marc sourit. « Bien sûr. » Elle s'éclaircit la gorge de manière théâtrale. Il était une fois un homme qui était très riche. Puis il a tout perdu. Sa femme est partie. Ses amis se sont enfuis. Mais une petite fille est restée. Et parce qu'elle est restée, l'homme est devenu encore plus riche qu'avant. Marc déglutit difficilement. Elle était son rayon de soleil, finit Lola fièrement. Il la serra contre lui. Tu es mon rayon de soleil, ma chérie. Et à ce moment-là, Marc Delacroix réalisa quelque chose. La véritable richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure à ceux qui vous tiennent encore la main quand le monde vous laisse tomber, et à ceux qui croient encore en vous quand vous ne croyez même plus en vous-même. Le soleil était haut au-dessus de Bordeaux, alors que la foule se rassemblait au nouveau centre d'innovation pour la jeunesse, un hub aux parois de verre financé par la région et dirigé par nul autre que Marc Delacroix. La cérémonie d'inauguration était diffusée en direct sur les chaînes nationales. Les dignitaires remplissaient le premier rang. Les enfants des écoles locales agitaient des drapeaux. Les caméras crépitaient. Marc se tenait sur scène, dans un costume anthracite impeccable. Sa fille Lola à ses côtés, dans une robe bleu princesse, tenait un bouquet de fleurs. Le maire lui tendit un micro. « Mesdames et messieurs, commença Marc. Ce centre n'est pas à propos de moi. Il s'agit de seconde chance, de se relever après que le monde vous a mis à terre. » Un silence tomba sur la foule. « J'ai cru un jour que la richesse se mesurait à ce que l'on pouvait acheter. Mais ensuite, j'ai tout perdu. Mon argent, ma maison, mon mariage. Ce que j'ai trouvé dans cet effondrement était bien plus grand. J'ai trouvé une fille qui n'a jamais cessé de croire en moi. J'ai trouvé des inconnus qui sont devenus des frères. Et j'ai trouvé un feu en moi qu'aucun scandale ne pouvait éteindre. » Il regarda Lola, qui le dévorait des yeux. « J'ai été cet homme à la une des journaux, humilié, moqué, oublié. Aujourd'hui, je suis ici non pas parce que je me suis battu plus fort, mais parce que j'ai refusé de laisser la vie me définir par mes pires moments. J'ai choisi de marcher avec dignité, pas avec désespoir. » La foule applaudit à tout rompre. Les journalistes prenaient des notes fébriles. Les réseaux sociaux explosaient. Hashtag le retour de Marc, père de l'année, des cendres à la gloire. Ce soir-là, après les célébrations, Marc s'assit seul sur la terrasse de son toit. Une brise fraîche balayait la ville. Les étoiles scintillaient au-dessus. Lola dormait, ses livres d'école ouverts à côté d'elle sur le canapé. Son téléphone vibra. C'était un message de Chloé. « J'ai regardé ton discours. Tu as changé. J'espère que tu trouveras la paix que tu cherchais. Je te souhaite sincèrement le meilleur. Chloé. » Il fixa le message un moment, puis l'effaça. Pas de colère, pas d'amertume, juste une page tournée. Il prit son ordinateur portable et ouvrit un dossier intitulé « Fonds Lola ». À l'intérieur se trouvait un compte d'investissement grandissant. Son université, ses projets, son avenir. Chaque euro qu'il gagnait avait désormais un sens, pas juste pour la survie, mais pour l'héritage. Soudain, le téléphone fixe sonna. C'était une chaîne d'information nationale. « Monsieur Delacroix, seriez-vous ouvert à une interview télévisée ? La France veut entendre votre histoire, avec vos propres mots. » Marc sourit faiblement. « Je vais y réfléchir, dit-il. » Il raccrocha et resta silencieux, fixant le ciel nocturne. De milliardaire à livreur, de la honte à la force, du silence à l'importance. Il était tombé bas, mais il s'était relevé encore plus haut, et cette fois,
ses fondations étaient inébranlables. Parce que cette fois, il ne s'était pas relevé pour lui-même. Il s'était relevé pour une petite fille qui n'avait jamais lâché sa main. Et pour les millions de personnes qui regardaient, espérant, priant que peut-être, juste peut-être, leur lumière brillerait à nouveau, elle aussi.